Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Voici les titres de cette édition. L'Afrique et l'Europe réunis en sommet à Bruxelles les 17 et 18 février prochains. Sans le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, leurs représentants actuels ne sont pas les bienvenus. À l'heure où les coups de force se multiplient sur le continent, la question sécuritaire est donc plus que jamais sur la table. Autre événement marquant de la semaine à venir, la visite du président turc aux Émirats arabes unis. Une nouvelle étape dans la tentative de rapprochement avec l'ennemi d'hier. Parce que se réconcilier avec Abu Dhabi, c'est aussi renouer le lien avec l'Arabie saoudite. L'Europe est le partenaire le plus fiable de l'Afrique. La formule est signée Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission prépare le terrain à quelques jours du sommet Union européenne-Union africaine. Le rendez-vous est fixé au 17 et 18 février prochain. Ce sera donc à Bruxelles. Mais au-delà de ces déclarations symboliques et des 150 milliards d'euros d'investissement promis d'ici 2027, que reste-t-il des relations sécuritaires entre les deux entités à l'heure où le point de bascule semble être atteint entre Paris et Bamako? On en parle avec Pierre Benazé, le correspondant de France 24 depuis Bruxelles. Merci à vous, Pierre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis Cyril Payen, grand reporter à la rédaction de France 24. Merci également à vous, Cyril, d'avoir répondu présent à l'invitation de ce jour. Pierre, depuis le dernier sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, 5 années se sont écoulées. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements sur le continent africain essentiellement. Est-ce qu'on peut considérer que la question sécuritaire est le principal volet de cette rencontre des 17 et 18 février prochains ? Alors c'est vrai qu'elle figure en haut des priorités, c'est un des 3 chapitres principaux. Il y a 2 autres chapitres qui sont importants. Vous avez évoqué cette présence de Ursula von der Leyen qui était justement allée rencontrer Macky Sall pour préparer ce sommet. Elle a parlé de ces 150 milliards d'euros du portail mondial que l'Union européenne veut mettre sur la table pour renforcer la compétitivité du monde entier vers l'Europe. Et puis, il y a la question migratoire aussi qui sera extrêmement importante avec l'annonce faite ce vendredi par la Commission européenne, toujours au Sénégal, de la possibilité d'envoyer des hommes de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au Sénégal, justement. Mais la question sécuritaire, effectivement, elle a beaucoup évolué depuis le dernier sommet UAUE, Union européenne, Union africaine, parce que déjà ce sommet est en retard, puisque à cause du Covid, il n'a pas pu être organisé l'année où il était prévu. Et puis effectivement, il y a eu d'énormes changements. Ça a commencé. Aujourd'hui, on parle évidemment d'abord du Sahel, on parle évidemment d'abord du Mali et du Burkina Faso, qui sont les 2 points chauds en quelque sorte, mais ça a commencé avec, on va dire, surtout la République centrafricaine, qui a été d'abord l'objet d'un rapport du service européen d'action extérieure sur la présence des mercenaires russes de Wagner à tous les niveaux du pouvoir en République centrafricaine. Ils ont même, ces mercenaires, mis la main sur des bataillons qui avaient été formés par la force de formation européenne déployée en Centrafrique. Une force de formation similaire est d'ailleurs au Mali. Là, le problème ne se pose pas encore de la même façon, mais il y a une vraie inquiétude de la part des Européens. Et puis, le Burkina Faso, évidemment, il y a toujours les sanctions européennes en l'air. Tout ça doit être coordonné avec la CEDEAO, mais on a vu que les Européens sont extrêmement inquiets pour la situation sécuritaire au Sahel en particulier, mais en Afrique en général. Ouais, et puis vous citiez à l'instant la CEDEAO qui a donc suspendu ces États dans lesquels il y a eu ces coups de force que vous rappeliez, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée notamment. Cyril, on imagine que la tâche du président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, a une mission bien périlleuse là, qui l'attend. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une pression sur ses épaules, au même titre d'ailleurs que Emmanuel Macron, qui est le président de l'Union européenne en ce moment. Et cette pression est d'autant plus importante, comme le rappelait très justement Pierre, qu'il y a une déliquescence dans l'Union africaine, dans cette partie de l'Afrique, avec la CEDEAO qui est largement pointée du doigt par des pays de la sous-région qui ont des flottements, on peut dire, et c'est une litote de gouvernance, la Guinée, le Mali et maintenant le Burkina Faso, et évidemment une tâche énorme pour tenter de garder une unité, notamment dans ces instances internationales de cette région d'Afrique. Donc il y a énormément de défis, évidemment, et puis il y va évidemment de la pérennisation de l'Union africaine, sachant que la CEDEAO, par exemple, après les sanctions passées contre le Mali le 9 janvier dernier, après ce
ce chronogramme électoral qui n'était pas satisfaisant pour les partenaires internationaux, eh bien, a été totalement attaqué par la rue malienne, par le pouvoir malien, qui avait dit en creux que ça ne servait à rien, la CEDEAO, que ce n'était que le bras armé de la diplomatie française. Fin de citation. Donc oui, une tentative de resserrer un peu les rangs dans une période extrêmement délicate sur la question des gouvernances, sur la question de l'avenir de l'Afrique, mais également et surtout sur la question de la sécurité. Vous évoquez à l'instant, Cyril, cette contestation de la CEDEAO qui avait pris effectivement des sanctions à l'encontre de ces juntes au pouvoir dans ces 3 États. Pierre, vous qui couvrez l'actualité depuis Bruxelles aussi, on sait qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, l'Union européenne a à son tour pris certaines sanctions qui visaient plus particulièrement le Premier ministre malien, d'autres responsables de la junte. D'abord un mot sur ces sanctions et puis pourquoi est-ce que les principaux acteurs, j'ai envie de dire, de ce coup de force, le colonel Goïta par exemple, n'ont pas été sanctionnés par l'Union européenne? Alors, pour ce qui est du colonel Goïta, je peux vous répondre tout de suite à ça. C'est une volonté des Européens de laisser en partie une porte ouverte. Il considère évidemment que c'est lui qui porte la responsabilité puisque c'est lui qui endosse le rôle de la présidence de la transition. Mais les Européens, en ne le sanctionnant pas lui-même et en sanctionnant pas non plus Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, essayent de garder le moyen d'avoir une relation éventuellement fonctionnelle au minimum avec la junte. Il y a eu la réunion du G5 Sahel il y a 2 semaines, la semaine dernière, pardon, à Bruxelles. Cette réunion, qui n'a pas eu lieu sous forme de plénière parce que les délégations africaines ne voulaient pas être mises au même rang que le Burkina Faso, cette réunion a eu lieu en quelque sorte en présence de la délégation malienne. Le ministre Abdoulaye Diop était présent sur place et les Européens ne voulaient pas activer ces sanctions avant cette rencontre. Ils le font maintenant et effectivement, 5 personnes sont sanctionnées. Les sanctions classiques de l'Union européenne, hein, interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union européenne, même en transit, gel des avoirs détenus en Europe et puis interdiction de mise à disposition des fonds pour ces personnes. Alors effectivement, Assimi Goïta n'est pas sanctionné directement, mais des membres de son cercle rapproché sont spécifiquement sanctionnés. Il y a évidemment le Premier ministre Choguel Maïga, mais il y a aussi 2 autres personnes, Malik Dio et Ismail Ouagé, qui sont sanctionnés parce qu'ils sont dans le cercle rapproché d'Assimi Goïta. Le Mali, parce que c'est évidemment ce qui concentre les tensions et puis l'actualité. Vous en rentrez justement, Cyril. Vous étiez en reportage pour France 24. Vous l'avez raconté à plusieurs reprises sur notre antenne. La présence française est de plus en plus contestée. Est-ce qu'il y a une différence de traitement de la part de la population à l'encontre de la population française, de tout ce qui représente les intérêts de la France, et puis de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a une séparation entre les deux ou finalement c'est la même entité et la même contestation? Alors, il y en a une, et puis il y a aussi une première question d'importance, c'est que ce n'est pas la France qui est rejetée, c'est la politique française, c'est la force Barkhane, c'est la force anti-djihadiste qui a fait son temps, dont on pourrait en parler longtemps, mais on sent que on est dans un épuisement des populations. Donc oui, une stigmatisation, une bouc émissarisation, je dirais, des instances françaises qui sont accusées aujourd'hui de tous les maux. Vous le disiez, nous en revenons, ça accélère. J'ai fait 3 voyages depuis 2 mois et là il y a un phénomène d'accélération sur les réseaux sociaux, des manifestations anti-françaises. Sur la question de cette stigmatisation européenne, je répondrai non, sauf que le problème c'est que l'opération Barkhane, hein, qui a 9 ans maintenant, qui devait être européanisée à l'instigation du président français qui avait décidé de redimensionner cette force le 10 juin dernier, eh bien, ça tombe très très mal, puisque quand on veut européaniser une force, en l'espèce avec la force Takuba, qui est une force composée de forces spéciales européennes, et que, évidemment, ça rentre dans le collimateur d'une force qui serait, selon la population, selon la junte, pardon, le gouvernement de transition au Mali, eh bien, le bras armé européen de ce néocolonialisme français, je ne fais que citer ce qu'on entend dans les rues de Bamako ou de Ouagadougou, par exemple, eh bien, ça tombe très mal et on pense que c'est le pire moment pour changer de paradigme militaire et que peut-être que Takuba et que donc en fait l'investissement militaire européen eh bien, est mort-né, hein, si je puis dire, puisqu'on voit difficilement comment cela va accoucher d'une nouvelle force d'intervention au Mali, mais pas que, puisque je rappelle que le Burkina Faso est aussi dirigé par un jeune officier qui a pris le pouvoir il y a quelques semaines, que le dernier allié nigérien
pour l'instant, tient la barre, mais on concentre beaucoup d'espoir, je parle des Français, sur cette partie du monde. Et il n'y a pas de grande homogénéité politique, hein, on l'a vu récemment, notamment dans les zones sud où l'opposition gagne du terrain et elle est résolument avec un discours aussi anti-français. Alors avant de s'interroger justement sur un possible retrait définitif des troupes françaises, je vous propose d'écouter le chef d'état-major des armées françaises, le général Burkhardt, qui s'exprimait au sujet de cette présence Takuba. On va l'écouter et on se reparle juste après. Le sort de l'Europe et de l'Afrique était quelque chose qui était lié, en tout cas en termes de sécurité, en approchant seulement sur cet angle-là. Et c'est ça qu'est Takuba. Maintenant, l'avenir de Takuba, je pense qu'il y a en tout cas quelque chose qui est extrêmement fort, c'est l'esprit Takuba, un esprit qui est né. Et tous ces pays qui finalement se sont engagés ont découvert que ça allait bien au-delà. Justement au contact avec l'armée malienne, au contact avec les populations maliennes et au contact aussi avec le terrorisme et la menace que ça représente. Donc je suis, moi, très optimiste sur le maintien de l'esprit Takuba. Pierre, on n'y voit pas franchement très clair. Est-ce que la force Takuba peut être maintenue? On sait que les Danois ont été priés de quitter le territoire malien, les Norvégiens ont renoncé à envoyer des hommes. Il va rester quoi de ce fameux esprit Takuba? Il ne va pas rester grand-chose si le gouvernement de transition ne renouvelle pas les invitations, parce que c'est seulement comme ça que peut fonctionner une telle force internationale. Il faut que chaque contingent national soit autorisé d'entrer sur le territoire et d'y œuvrer militairement par le gouvernement et les autorités en place. C'est comme ça que ça se passe et les Européens sont très regardants là-dessus. Ils veulent absolument respecter les formes. Donc la venue des forces portugaises, des forces slovaques, hongroises, roumaines est relativement remise en question. Le Danemark va partir. On sait que la Suède s'en va aussi et qu'elle ne renouvellera pas sa force, sa présence. La France minimise quelque peu parce qu'on affirme que c'était prévu, mais on sent évidemment, dans le nord de l'Europe en particulier, qu'il y a moins d'enthousiasme pour se rendre dans un pays où la présence française et donc européenne est contestée. Et puis ce qui est menacé aussi, comme l'est de la même façon la mission en République centrafricaine, la force européenne de formation EUTM Mali, comme l'est EUTM RCA. Cyril, pour aller aussi dans le sens de ce que vient de dire Pierre, Jean-Yves Le Drian s'était donné quelques jours, il avait parlé de rupture militaire, hein, il s'était donné quelques jours pour donner une réponse. Rouge, oui. Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer que depuis ce sommet à Bruxelles, Paris annonce le retrait définitif et le retour de ces hommes? Écoutez, en tout cas, c'est un secret de polichinelle. L'Élysée prépare les éléments de langage, comme on dit dans notre jargon, pour parler de ce retrait. Alors, est-ce que c'est l'occasion, on pensait que ce serait l'occasion à Bruxelles, le 17, que le président français allait enfin répondre aux diatribes extrêmement dures, de plus en plus dures d'ailleurs, on voit de l'exécutif malien notamment, des rues maliennes ou du Burkina Faso, en disant vous ne voulez pas de nous, nous allons nous retirer. Il y a un gros problème logistique, c'est qu'on a quand même des milliers d'hommes, il y a la MINUSMA, la force européenne, l'UITM, comme le disait Pierre, les formateurs européens, on parle de milliers de personnes qu'on ne peut pas envoyer chez eux en un claquement de doigts, donc ça va prendre des mois, c'est extrêmement compliqué, ça renvoie d'ailleurs au chaos de l'évacuation de Kaboul en Afghanistan par les Américains. Donc c'est un scénario catastrophe. Il est vraisemblable que si ce n'est pas le 18, c'est une question de quelques semaines en tout cas pour annoncer effectivement la fin de cette aventure militaire française dans cette partie du monde. Merci beaucoup Cyril Payen. Merci à vous Pierre Benazet et puis merci à vous de votre attention. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques minutes. France 2022, l'heure du choix, c'est votre nouveau rendez-vous pour ne rien manquer de l'actualité de la campagne présidentielle. Grâce à nos envoyés spéciaux qui seront au plus près des candidats, nos correspondants aussi à l'étranger et nos reporters bien sûr en France. Et sans oublier l'édito de Roselyne Fèvre, les décryptages de nos chroniqueurs et correspondants. C'est un regard différent sur ce scrutin majeur que nous vous proposons. Donc rendez-vous tous les lundis à 20h15, heure de Paris. France 2022, l'heure du choix, à suivre sur France 24 et France24.com.